Ça veut dire que les gens viennent ici pour une rentabilité. Et ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est l'opération de marchand de biens. Est-ce que je peux faire un crédit pour investir à Bali? Complètement explosé. Est-ce que tu appelles une très bonne rentabilité? Ça va de 10% jusqu'à 30%. Comment on fait de la pluie? Martinique ou Bali? Ça va être dur. Bonjour et bienvenue, je suis extrêmement content de vous retrouver. Vous voyez, je vous retrouve dans un nouveau décor, une nouvelle ambiance. À l'endroit où je suis, il fait à peu près 30 degrés. Il fait très chaud, il fait très humide. Alors pour ceux qui l'ont reconnu, oui, je suis à Bali. Je devais venir à Bali, il fallait que je travaille un petit peu, que je m'isole pour travailler sur un projet professionnel. Donc c'était l'endroit parfait et rêvé pour travailler. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de profiter de travailler pour aller à la rencontre de professionnels de l'immobilier. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai sollicité et je vous ai posé la question qui je devais rencontrer à Bali pour en savoir plus sur l'investissement à Bali, comment on s'y prend, est-ce que c'est toujours rentable, est-ce que c'est toujours intéressant en 2023. Et vous avez été extrêmement nombreux et je vous en remercie à me parler de Laurent Milot. Donc aujourd'hui, je vous ai écouté et j'ai pris contact avec Laurent et on va aller le rencontrer et il va nous faire part de son expertise et de son expérience sur l'investissement à Bali. C'est parti. Bon écoutez, ça y est, je suis avec Laurent. Comme je vous disais tout à l'heure, on m'a conseillé quelqu'un, on m'a conseillé de venir te rencontrer. Je suis extrêmement content d'être là. Je te remercie, merci de ton accueil. Merci à toi, ouais. Écoute, je te propose de te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à Bali? D'accord, waouh, Alors, c'est une longue question. Alors, pour faire super court, en fait, moi je viens de Martinique. D'accord. Et j'ai d'abord commencé à travailler dans la banque et dans tout ce qui est pharmaceutique. Ok. Et j'ai absolument détesté mon métier. Donc, je suis sorti en fait de cet environnement-là. Mais j'ai toujours eu une passion qui était pour l'immobilier. Donc moi, j'ai commencé à investir à Jakarta en tant qu'expatrié dans le temps. Donc ça remonte à 13 ans, ça remonte à super longtemps. Jakarta, qui est en Indonésie? Oui, voilà, Jakarta en Indonésie exactement. Okay. Et comme dans le temps, donc moi je me suis expatrié il y a très longtemps, donc ça a commencé il y a 15 ans. Je cherchais d'autres expats qui voulaient investir en fait dans l'immobilier et dans le temps ça n'existait pas. Donc on investissait en France, j'ai essayé d'investir en France en tant qu'expat et ça a été très compliqué. Donc j'ai commencé à lancer en fait une chaîne YouTube mais purement amateur pour trouver d'autres gens en fait comme moi qui investissaient dans l'immobilier, mais c'était vraiment avec ce but-là, c'était de trouver d'autres personnes. L'idée c'était de créer une communauté, ta communauté de futurs investisseurs, futurs partenaires qui allaient investir aussi avec toi un peu de la même manière. Même pas. Ok. Même pas. Sincèrement, même pas. Je voulais juste d'autres personnes qui investissent en fait en Asie et qui avaient la même situation d'expatrié, parce que quand tu es expatrié, tu es non résident fiscal français. Oui. Donc les banques ne te prêtaient pas d'argent en fait pour investir en France, malgré tous les justificatifs que tu peux avoir auprès des banques, ton salaire, etc. Et c'était un vrai problème. Donc je cherchais juste quelqu'un. Et j'en ai trouvé pas mal d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc on commence avec l'Indonésie, Jakarta. Donc il y a combien de temps? Il y a à peu près, comme je dis, 13 ans. Donc c'est Jakarta. Et puis de fil en aiguille, en fait, très rapidement, l'audience qui finalement était francophone, et bien sûr parce que je parle français, eh bien ils m'ont demandé de faire la même chose à Bali. Parce que moi, j'investissais d'abord à Jakarta. La carte postale était peut-être un peu plus belle pour les ouais, clairement. Clairement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je le faisais en fait à titre, à côté. C'était plus un passe-temps. Et puis, là où tout a vraiment changé, c'est quand j'ai commencé à avoir des entreprises de gestion de fortune qui ont commencé à me contacter. En fait, c'était relativement simple, c'est qu'ils avaient investi à Bali, mais ils voulaient juste une autre personne qui n'avait rien à voir au deal qu'ils avaient fait, juste pour vérifier que ça ne soit pas en fait une arnaque, tout simplement. Un espèce de consulting, une validation, un petit peu comme quand on va voir un expert quand on a une transaction entre deux personnes. Exactement, c'est un troisième œil. Peut-être un certificateur un peu. C'est ça, mais réellement, c'est même pas une expertise, parce que en fait, moi, j'avais juste investi en fait à Jakarta, je m'en suis bien sorti, j'ai fait beaucoup de choses, achat, revente, etc., location, et ils voulaient juste quelqu'un qui comprenne un peu l'immobilier, qui pouvait regarder en fait leur projet. Le pays dans lequel ils investissaient. C'est ça, exactement. Très bien. Et puis donc ça vraiment, je me suis dit, il y a un business à faire dessus, donc j'arrive à Bali, donc moi, j'y croyais pas trop, mon père m'avait dit… Tu croyais pas à l'emplacement, tu ne croyais pas au modèle économique? En fait, il faut se remettre en fait dans les conditions, dans le temps. En fait, moi, je suis arrivé en 2011 exactement.
Et en 2011, je crois que mon père m'avait envoyé, je sais plus, il m'avait appelé, il m'avait dit, écoute Laurent, j'ai vu sur Zone Interdite que à Bali, ça explose et c'est là qu'il faut investir. Il m'a dit ça il y a 13 ans. Faut une fois que Il m'a dit ça il y a 13 ans. Il m'a dit, regarde, il y a des Français, ils ont une super rentabilité, etc. Et moi, je lui ai dit tout simplement, écoute, papa, si c'est déjà sur Zone Interdite, c'est que c'est déjà trop tard. Alors, je vais être très honnête, je crois que j'aurais exactement le... Oh, tant pis. C'est ça. Mais il m'a dit ça il y a 13 ans, donc imaginez seulement. Voilà. Et ça, avec le recul, ça a été une de mes plus mauvaises décisions, très clairement, parce que Bali, ça a complètement explosé. Okay. Donc j'ai mis du temps à m'intéresser au marché Bali quand même, pour moi qui était un peu passage éphémère. Et ce qui est impressionnant en fait avec cette île, c'est que tous les ans, et en plus c'est toujours le même discours, ah il y a trop de gens, il y a trop de compétition, il y a trop de trucs, ça va s'arrêter, etc. Mais tous les ans, vous regardez les chiffres, ça n'arrête pas d'augmenter. Et c'est juste incroyable. Quand tu dis ça n'arrête pas d'augmenter, c'est les constructions en permanence, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est ça. Alors, pas que construction. L'économie évolue, les constructions, plus de tourisme, plus de, en fait, de facilities, plus d'infrastructures, on va dire. Okay. Voilà, de restaurants, d'activités, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est une île qui se développe très, très, très bien. Donc, moi, je viens de Martinique, donc je peux vraiment comparer les deux îles. Et j'adore la Martinique, mais j'avoue qu'au niveau, on va dire, au niveau tourisme pur, Bali, ils sont très avancés. Ils sont très avancés. Ouais. Ok, donc c'est un petit peu ce qui t'a fait venir, ici. Concrètement, aujourd'hui, l'entreprise où on est, Neo Partners, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous apportez comme solution? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas une agence immobilière, et on est une agence de consulting immobilier. Alors, si tu vas voir, par exemple... Est-ce que je peux comparer ça en disant, tu n'es pas une agence immobilière, c'est un peu le médecin et le pharmacien? Il donne l'ordonnance, mais il a aussi le médicament. Toi, tu donnes plus l'ordonnance. Exactement. Alors, pour prendre un exemple concret, en fait, notre audience, elle est un peu spéciale. C'est-à-dire que généralement, à Bali, les investisseurs, ils arrivent, ils disent, j'ai 300 000 euros, j'aimerais investir dans une maison qui se trouve à Canggu, Uluwatu, ou Ubud, ou peu importe. Est-ce que vous avez le produit? Je veux une 2 chambres, etc. Ça, on va dire que c'est le client type d'une agence immobilière. Nous, notre audience, c'est très différent. Elle vient, elle nous dit, j'ai 300 000 euros, comment j'investis à Bali? Moi, tout ce que je veux, c'est que ça soit rentable. Comment vous voulez placer les fonds? Et nous, on leur donne des solutions, en fait, pour être rentable en fonction de leur budget. Eh bien, très bien, allons-y. J'ai 300 000 euros. Et je souhaite investir à Bali. Mais je souhaite, est-ce qu'il y a des gens, là je prends un peu mon exemple, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent investir à Bali exclusivement pour la rentabilité? Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent un petit produit hybride, c'est-à-dire à la fois de la rentabilité, mais aussi quelque chose qui va leur plaire et l'endroit qu'ils préfèrent sur l'île? Comment est-ce que tu gères ça? Tu peux l'intégrer dans la prise de décision? Oui, bien sûr. En fait, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Surtout après Covid, ça a vraiment beaucoup changé. Dans le temps, l'investissement à Bali était surtout pour la rentabilité. Si on regarde dans le temps, il n'y avait pas toute cette migration de gens qui voulaient changer de vie, etc. Mais on est à Canggu actuellement, effectivement, on constate une population occidentale énorme de gens qui travaillent, qui sont ce qu'on appelle les digital nomades. Beaucoup de femmes seules. On est assez bluffé de ça. Je pense qu'il y a un côté où elles sont en sécurité. Une femme seule aujourd'hui, une femme qui est toute seule dans le monde aujourd'hui, à part Dubaï et Bali. Bali pour la sécurité, c'est génial. C'est incroyable et on constate ça. Ok, admettons, j'ai 300 000 euros. Je veux investir à Bali. Je veux une bonne rentabilité. Et j'aime le surf, donc j'aimerais pas trop loin d'un spot de surf. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Déjà, est-ce que tu connais un peu Bali? Alors, depuis une semaine, oui. Donc ça fait partie de tes conseils de dire on n'investit pas à Bali sans venir à Bali? Non, on peut investir à Bali sans venir ici, mais par contre, ce qu'il me faut savoir en fait, c'est qu'est-ce que toi tu aimes et c'est pourquoi, c'est dans quel but. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que c'est pour l'héritage? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu veux faire un mix vacances et… Mix, pas d'enfants, mix vacances, et rentabilité. De ce que j'ai vu, je trouve que Canggu est assez agréable en termes de vie parce qu'il se passe pas mal de choses. Il y a des spots de surf, c'est assez animé.
le surf est quand même est plus facile qu'à Uluwatu par exemple. Donc pour l'instant, allez, mes endroits préférés sur l'île, ça va être, au bout d'une semaine, c'est très très peu, mais Canggu, Balian, voilà, cette bande-là. D'accord. Balian, tu vas loin déjà. C'est très bien, c'est très bien. Mais ça, c'est pour des passionnés déjà. Ok. Et des gens qui recherchent en fait, on va dire, un Bali plus authentique. Ok. Mais globalement, alors si tu viens me voir, tu me dis j'ai 300 000 jours de ça, moi je te conseillerais Canggu, ou Malas, ou Uluwatu. Alors pourquoi Canggu, globalement, bah, c'est tout simplement, ça s'est développé surtout grâce aux écoles et aux beach clubs. Okay. Et donc c'est comme ça, on a toutes les écoles, on a les beach clubs, et à côté on a tous les restaurants, d'accord. Oui. Et puis tout simplement, on est à côté de tout. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir accès à Ubud. On peut très bien en fait retourner. C'est assez central en fait. C'est assez central, okay. Exactement. Et si on aime en plus de ça le surf, c'est génial parce que Canggu c'est vraiment développé au départ parce que les premiers arrivants de Canggu c'était des surfeurs. Okay. Donc si on aime tout ça, eh bien, Canggu c'est parfait pour toi. Et l'inconvénient par contre de Canggu, donc pour ton budget, parce que tu me diras, du coup c'est Canggu, il faut que j'investisse. Mais il y a un inconvénient, c'est que les prix sont extrêmement élevés maintenant ici. Ok. Est-ce que les prix sont élevés mais on maintient les rentabilités? Ou est-ce que du coup les prix sont élevés et en plus la rentabilité a tendance à baisser? Alors on n'investit plus de la même façon. Okay. On n'investit plus, ça a vraiment complètement changé la façon d'investir à Bali. Ici, on peut toujours avoir de la rentabilité et une très bonne rentabilité. Qu'est-ce que tu appelles une très bonne rentabilité? Alors, il y a plusieurs produits. Il y a des produits, on va dire, qui ne sont pas du tout risqués. C'est-à-dire qu'on prend une rentabilité de 10%, je dis bien net, parce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui arrivent et disent « Ah, je fais ça en France ». Non, on leur dit c'est 10% net. Après avoir absolument tout payé. En France quand même. C'est bien. Mais c'est du vrai net. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est plus une, on va dire, c'est plus une moyenne. Ça. Okay. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est une rentabilité, oui, moyenne. Voilà, c'est ça. C'est pas, et ça va de 10%, on va dire, jusqu'à 30%. Okay. Alors les 30% après, on le fait pas. C'est sur des endroits spécifiques, c'est sur des types de biens spécifiques? Oui, alors c'est une question de budget déjà. Okay. Il faudra aller sur des projets qui sont plus gros, forcément. Et après, il faut avoir on va dire des configurations de villas un peu spéciales. Okay. Donc sur ce genre de projet, ça c'est tout à fait possible en fait de monter jusqu'à 30%. Pas sur tous les projets bien sûr, okay. D'accord. Mais on va dire qu'on est un peu plus exotique qu'on fait on pense avec de plus gros plans de villas, okay. Et on pense à de plus gros terrains, et bien en fait on peut très bien atteindre des rentabilités entre 20 et 30%. Et combien ça va me coûter une maison à Canggu là? De combien? Alors tiens, continuons justement. Allez, combien de chambres tu veux? Allez, 3 chambres. 3 chambres, ok. Ouais. Bah déjà, Canggu, c'est pas le bon endroit. Ok. À 300 000 euros, à Canggu, tu auras une 2 chambres, voire une chambre. Ok, très bien. Sur un terrain, on va dire à peu près de 150 à 200 mètres carrés. Ok. Ouais. Très bien. Donc, Canggu, 2 chambres grand max pour un budget de 300 000 euros à l'heure actuelle en 2023, à l'heure où on se parle. Ok. Très bien. La courbe des prix, si je t'avais demandé ça il y a 3 ans par exemple, qu'est-ce que tu m'aurais. Par rapport à Canggu, ouais. Ça a complètement explosé. Ça fait du x2,5. Donc, ce que tu me proposes à 300 000 euros potentiellement aujourd'hui, c'est quelque chose qui a 3-4 ans à 150, 120, voilà. 130. Alors, plus 150, okay. Plus 150. Et c'est là en fait où le marché a changé. Les investisseurs eux-mêmes, ils sont un peu surpris parce qu'ils arrivent, ils ont toujours en tête les anciens prix. Mais comme partout dans le monde, en fait, Bali a aussi évolué à ce niveau-là. Et puis, beaucoup de choses se sont passées ici. Les prix ont été… toi qui vis ici depuis quand même un grand nombre d'années, comment tu expliques cette explosion de Bali, comme certains d'autres endroits dans le monde, bien sûr, mais où on voit un marché français qui a plutôt tendance à descendre? Comment est-ce que tu expliques qu'un marché, alors on ne va pas parler de Dubaï, mais par exemple qu'à Bali, le marché a tendance à exploser? Comment toi tu le justifies? Comment tu l'expliques? Ouais. Moi, c'est relativement simple. C'est qu'à Bali, honnêtement, et encore une fois, je vais comparer avec je vais apprendre le tout, je compare aussi avec les îles, eh bien, on vit très bien. On vit très bien. Donc, je confirme. Alors,
On a autant pour une île, il faut s'imaginer, enfin, il faut se recadrer. On a sur une île autant, on va dire, des beach clubs, on a les rizières, on a la montagne, on a la plongée, on a la plage, on a une culture qui est belle, on a des gens qui sont gentils, on a des prix qui sont corrects, on peut autant aller dans le luxe que dans quelque chose de totalement pas cher et très authentique. Et en plus de ça, on peut faire du business. Et en plus de ça, ils sont très accueillants en fait au niveau de la population et le reste. Donc, sur une seule île. Et on n'a pas de contraintes. Je me permets de rajouter quelque chose, on n'a pas de contraintes. Je pense, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait la cuisine? Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis expatrié. Parce que, en fait, quand je dis qu'il n'y a pas de contraintes, c'est-à-dire que quand on arrive ici, on fait plus son linge, on fait plus à manger. C'est ça. On n'a plus trop de contraintes en fait. Ouais, c'est ça. Et effectivement, je m'appuie sur ce que tu dis et le peu de temps que je suis là, je constate que les gens sont d'une gentillesse incroyable. Il y a des heures, pour ceux qui connaissent un peu Canggu, vous passez au niveau du shortcut à 17h. Je ne savais pas qu'on pouvait voir des bouchons en scooter, mais ça existe. En une semaine, on a vu personne s'énerver. Personne. Personne souffler, personne hausser, rien. Et ça, c'est une atmosphère qui se ressent. Ça fait pas partie de la culture indonésienne. Ok, et ben tout simplement. C'est très agréable. C'est très plaisant. Oui, et puis juste pour finir, en fait, sur les attributs aussi de Bali, tous les jours on se réveille, on se dit pas quel temps il va faire. On sait que le ciel sera bleu. Là, c'est surtout des petites choses comme ça qui sont simples. Même le fait de voir une piscine. Une piscine, quand quelqu'un a une piscine en France, eh bien c'est quelque chose de superbe. Ici, c'est vraiment. C'est le SMIC. mais presque, entre guillemets. Okay. Donc en fait, c'est ce qui rend cette île assez attrayante. Et quand vous regardez, enfin, si tu t'intéresses un peu en fait à la vie nocturne, ils arrivent pour une île. Pas du tout. Non, moi je suis un oiseau du jour. La nuit, je ne sers à rien. C'est ça. On t'écoute quand même. Pas loin. Pour une île, David Guetta ou Martha Garrix ou des grandes stars, généralement elles vont jouer dans des stades, on va dire en France. Et à Bali, elles viennent jouer dans des beach clubs. Il faut se rendre compte de l'attractivité internationale de l'île. Ah oui, de toute façon, c'est un endroit où partout dans le monde on parle de Bali, tout le monde le connaît. Tout le monde n'est pas venu, mais tout le monde connaît. C'est ça. J'ai une autre question. Est-ce que si effectivement je veux investir, tu m'as trouvé un super produit à 300 000 euros et que j'ai pas trop envie de toucher à ma trésorerie, est-ce que je peux faire un crédit? Tu n'as pas quoi? J'ai pas envie de toucher à ma trésorerie. D'accord, ok. Est-ce que je peux faire un crédit pour investir à Bali? Alors la réponse est non, parce que c'est un marché, on va dire plus ou moins cash. Après, il faut que je sois aussi honnête, c'est que en fait c'est non à 99%. Ok. Mais il y a quand même 1%. Ok. C'est possible. On a eu des cas où des investisseurs ont réussi en fait à utiliser le levier de la banque, mais la banque met des conditions assez drastiques. C'est que hypothèque d'autres biens peut-être. C'est ça. Donc il faut hypothéquer un bien qui a déjà été payé et vous récupérez 70% de la valeur de ce bien hypothéqué déjà 100% payé, ou bien vous mettez en nantissement en fait une assurance vie qui a déjà le montant. Voilà. On parle, et en plus de ça, même si vous avez ça, c'est même pas sûr que vous ayez un prêt. Ouais, donc là c'est vraiment ceinture et bretelle du côté de la banque. Voilà, c'est ça. Et donc c'est intéressant de le faire à des moments où le prix de l'argent n'est pas trop élevé, j'imagine, parce que si on doit hypothéquer un bien, etc., faut que ça soit à des moments où on emprunte à 1-2%. C'est ça. Pour que ça ait du sens. Ok. C'est ça. Donc ça c'est effectivement les informations que j'avais. Donc c'est aussi ce qui explique qu'on peut bénéficier de meilleures rentabilités, puisque quand on paye cash, il est évident qu'on s'attend à des meilleures rentabilités que quand on a recours au levier bancaire. Comment ça se passe pour acheter à Bali? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, il y a certaines beaucoup de n'importe quoi, donc c'est très bien qu'on soit avec toi pour que tu puisses nous éclairer sur ce point-là. Déjà, comment ça se passe? Parce qu'il me semble qu'on dissocie le bâti du terrain, première chose. Et deuxième chose, est-ce que je peux acheter via une société, une de mes sociétés françaises? Le schéma classique, c'est soit BNEC que je détiens déjà en France, qui détient des biens français, ou soit créer une société exprès pour Bali qui serait détenue par Maoli en France. Voilà. Je te laisse tu te débrouilles avec ça. Alors déjà, comment ça se passe l'investissement à Bali? C'est relativement simple. Okay. On va dire que l'acquisition d'une villa ou d'un terrain à Bali, ça prend un mois, généralement. Okay. Donc on peut acheter aujourd'hui sur Bali des produits déjà construits, une maison déjà réalisée,
Ça, c'est tout à fait possible. Bien sûr, Ok. bien sûr. Ce qu'on attribue au marché de l'ancien quand on est en France. C'est ça. Ok. C'est tout à fait possible voilà, de produire, enfin d'acheter des biens comme ça. D'ailleurs, c'est le marché principal de Bali, hein, c'est d'acheter des produits qui existent déjà. Ah, maintenant, je pensais que c'était vraiment la construction, tu vois. Ah non, la construction, alors c'est venu dernièrement, Ok. avec ce qu'on appelle du off-plan, donc en français c'est c'est sur plan. Ok, Voilà. de la VEVA, ce qu'on appelle. C'est la VEVA, d'accord. Mais globalement, voilà, le marché principal de Bali, c'est vraiment de l'existentiel. Après Bali, il faut savoir que les plus gros investisseurs, c'est pas les Français, hein. Donc ce sont des investisseurs qui viennent du monde entier, donc beaucoup d'Européens bien sûr, mais c'est surtout une demande, on va dire, asiatique. Ok. C'est surtout une demande, après, on a l'Australie qui est juste à côté. Alors, ici à côté, c'est 6 heures. Ouais. Mais quand on regarde sur le plan. Mais pour nous, du coup, nous aussi, on s'est dit, ah, on est juste à côté. Okay. Donc voilà. Donc l'investissement à Bali est relativement simple. Okay. Ça prend un mois. Si on veut acheter une villa existante, on arrive, on va chez un notaire, on définit le terme de contrat. Oui, bien sûr. Il y a un cadastre ici pour bien dissocier les parcelles. Comment ça se passe? Alors il y en a un, et voilà, c'est ce qu'on utilise généralement. Mais les notaires aussi, ils ont accès. Alors parce qu'il y en a un et tout n'est pas public. Okay. Donc ça te permet de donner des premières indications. Mais après, pour avoir le vrai cadastre et les vraies informations, il faut passer par un notaire. Et ce sont des vérifications individuelles en fonction de la transaction qui se fait. Ok. Est-ce que je serais propriétaire du terrain? Alors, jamais. Alors, un terrain ne peut pas être possédé par un étranger. Okay. Il est forcément possédé par, en fait, un Balinais. Enfin, un Indonésien. Un Indonésien. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est très bien, parce que ça protège en fait en quelque sorte, voilà, le pays. Qui est courant en Asie d'ailleurs, parce qu'il me semble que la Thaïlande fonctionne à peu près de la même manière. Oui, voilà. Et c'est juste qu'on n'est pas. Ouais. Alors, c'est juste qu'il faut déconstruire un petit peu notre vision, ce qu'on pense, nos habitudes en France, où on aime bien être propriétaire, savoir précisément. Donc c'est vrai que c'est une mécanique que les Français n'ont pas forcément l'habitude. Ouais. C'est un type d'investissement qui est totalement différent. Okay. Parce que, en fait, ce que tout le monde, on arrive et on dit, ah, mais non, mais Bali, je vais posséder le bien que pendant, 25 ans, 30 ans, après, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais, en fait, pour les familles indonésiennes, c'est comme ça qu'elles vivent. Donc, en gros, on achète, en fait, enfin, on loue plutôt, en fait, un bien pendant une durée déterminée. On dit que c'est une location de terrain? C'est une location. Okay. Voilà, c'est une location de terrain. Ça s'appelle un lease, donc en anglais. Un équivalent d'un leasing. C'est ça. Okay. Et on va dire tous les 10-15 ans, on renouvelle. Et les familles balinaises, c'est comme ça qu'elles vivent. Donc, en fait, on leur redonne de l'argent. Et elles, en fait, voilà. Aujourd'hui, ça permet en général une famille balinaise, si elle fait un leasing sur un terrain, ça lui suffit pour vivre au quotidien? Ah oui, oui, bien sûr. Okay. Alors, après, on ne connaît pas, voilà, ils vivent à la balinaise. Comment ils vont dépenser les fonds qu'ils ont obtenus? C'est propre à eux, donc je ne peux pas dire qu'ils vont vivre toute une vie avec ça, ni 10-15 ans, mais ça leur permet vraiment de vivre. Et puis après, leur façon de dépenser est très différente, parce qu'ils vont investir dans les temples, ils investissent dans la famille, ils investissent, voilà, ils partagent aussi les fonds gagnés. C'est-à-dire que même si moi je suis de ta famille, mais ce n'est pas moi qui possède le terrain, eh bien tu peux donner de l'argent en fait à celui qui est de ta famille. Ok, donc concrètement, il y a deux négociations, donc on négocie bien quand on achète, et alors quand il est existant, voilà. Quand il est existant, c'est ça. On négocie bien, et quand il y a la négociation du bien, est rattaché un contrat de leasing sur ce bien, et peut-être qu'il reste 15 ans, 20 ans de plus, ou plus. Ouais. Et on renouvelle. Qu'est-ce qui se passe si on ne renouvelle pas? Parce que c'est la question, qu'est-ce qui se passe si, mettons, il y a un engagement, il reste 20 ans, et qu'au bout de 20 ans, la famille balinaise dit en fait, non, nous on ne renouvelle pas, on garde notre terrain, qu'est-ce qui se passe? D'une façon générale, les balinais renouvellent. Parce que encore une fois, c'est comme ça qu'ils gagnent des fonds. Le but du jeu, quand même, c'est de ne pas attendre, on va dire, la fin du lease. Voilà. On fait qu'ils gagnent Mbappé, quoi. Faut pas attendre la fin du lease pour dire j'aimerais renouveler. Parce que bon, à ce moment-là, ils vont. On est plus trop en position de force. Voilà, c'est ça. Okay. Mais si vous allez les voir, voilà, même 15 ans, si sur un liste de 30 ans, vous allez les voir 15
15 ans avant la fin du lease ou même 20 ans, bon, de façon générale, vous vous mettez d'accord sur un prix et ensuite c'est renouvelé. D'accord. Par contre, si on attend la fin du lease, il y a de fortes chances. C'est pour ça que tous les leases sont généralement renouvelés. Il y a toujours une solution. Et scénario catastrophe, juridiquement, au bout de 20 ans, il n'y a pas de renouvellement. Ils récupèrent la maison. Puisque c'est sur leur bâti. C'est ça. C'est la loi indonésienne. Donc ils récupèrent absolument tout. Tout ce qu'il y a sur le terrain, c'est à eux. Voilà, c'est ça. Tout en sachant que, en fait, généralement, sur Bali, c'est un produit de diversification. Ce n'est pas un produit pour un primo accédant qui viendrait ici. De toute façon, quelqu'un qui est, si les tickets maintenant sont autour de 200 000 € minimum, le primo investisseur français, il va plutôt faire une LMNP comme on l'a tous fait et avoir recours au levier du crédit. À part s'il y a eu un héritage, bien entendu, mais en général, effectivement, c'est vraiment un produit dans un pilotage de portefeuille, dans un arbitrage de portefeuille. Effectivement, je pense que je te rejoins, il ne faut pas que ça soit 60% du patrimoine. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Exactement. Exactement. Donc, Bali, c'est de la diversification dans ce sens. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, il faut le voir plus comme un produit d'investissement. Donc, c'est un produit sur lequel que vous allez posséder pendant, on va dire, 5. Enfin, je dis ça peut être même 3 ans. De 3 ans, pendant 3 à 10 ans. Et ensuite, vous faites votre rentabilité sur le bien et puis vous revendez, tout simplement. Il y a beaucoup de rotation. Énormément. Le marché de Bali vit comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, alors même nous qui faisons de la construction, à Bali, il y a toujours quelqu'un, et on a beaucoup d'investisseurs qui arrivent, qui veut un bien maintenant. Même les investisseurs qui pensent, qui veulent faire un projet où il y a de leur villa de construire, ils veulent un bien. Quand ils quittent leur pays ou quand ils l'achètent, ils veulent un bien tout de suite pour habiter dedans. Et ensuite, avec le reste des fonds, ils construisent, etc. De ton expérience, les gens ici gagnent plus d'argent sur la rentabilité mensuelle ou annuelle, on va dire plutôt, ou sur la rotation, le fait d'acheter-revendre? Le deuxième. Clairement, mais c'est pas des marchés, c'est pas les mêmes marchés. Ça veut dire que les gens viennent ici pour une rentabilité. Et ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est l'opération de marchand de biens, ce qu'on appelle en France. Clairement. Clairement, c'est ça. Et c'est pour ça, les investisseurs, ils arrivent, ils disent « Ah non, mais qu'est-ce qui se passe? On veut garder 30 ans, etc. Je vois le long terme. » Mais quand ils voient la rentabilité qu'ils ont au bout de 3-4 ans et qu'ensuite on leur propose et la valeur du bien, généralement, ils revendent et ensuite ils repartent sur d'autres projets. Ils en font 2, 3, ils partent sur quelque chose de plus gros. En fait, c'est quelque chose qui est tellement, on va dire, logique en soi que quasiment tout le monde fait pareil. Donc, actuellement, pour toi, c'est quoi parce que je pense qu'en ce moment, tout le monde cherche la petite pépite, le secteur qui est sous-coté mais qui va être surcoté dans 5 ans. Toi, tu as un pronostic, un secteur de Bali où les prix n'ont pas encore trop évolué et tu penses que ton expérience, ton pif, on va dire, qui te fait dire que il y a peut-être quelque chose à faire dans les années à venir. Oui, donc bien sûr. Il y a un secteur qui alors, il y a Uluwatu qui a explosé ces dernières années. Moi, je dirais les alentours de Uluwatu, mais aussi tout ce qui est autour, on va dire, de la zone de Canggu. Parce que Bali, en fait, le tourisme et les investisseurs se déplacent le long de la côte. Dès que ça devient trop cher, ils se déplacent. Ils reculent ou ils longent la côte? Ils longent la côte. Voilà. Donc ils remontent, ils restent toujours près des plages parce que la plage, c'est vraiment, si vous voulez investir à Bali, la plage, c'est vraiment la valeur sûre. Il y aura toujours du monde, il y aura toujours quelqu'un pour aller. C'est une zone. De toute façon, dans le monde entier, l'océan, le trait de côte, c'est une zone d'attractivité. On se trompe rarement. D'ailleurs, ça me fait penser quelque chose. On s'est baladé, on était à Uluwatu il y a 3 jours. Et en se baladant, on a constaté qu'il y avait des immeubles entiers en cours de construction arrêtée. Vu dans l'état, ça faisait au moins 4-5 ans que c'était en arrêt de construction. C'est fréquent, ça, des choses comme ça, des chantiers qui s'arrêtent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faudrait que je sache de quel bâtiment, mais il y en a au moins, à Uluwatu, on va dire qu'il y a eu 3 ou 4 très gros projets qui se sont arrêtés. Et ils sont assez visibles en fait sur la carte. Et ce qui s'est passé en fait, bien sûr que chaque projet est différent dans l'histoire,
Mais on va dire que globalement, ce sont de très gros investissements qui se sont faits. Et pour certains, il y a eu le Covid, donc ils n'ont pas réussi au moment en fait, où le Covid est arrivé, à vendre les biens. Du coup, il y a eu un problème de cash flow qui fait que les bâtiments ont été arrêtés. Donc c'est des, entre guillemets, c'est des faillites de promoteurs. C'est des faillites, oui. Okay. Ou bien, il y en a d'autres, c'est vraiment des, c'est des groupes en fait, qui ont investi qui ont levé des fonds auprès des banques. Et ils ont joué un peu avec l'argent, on va dire ça comme ça. Et du coup, la banque a stoppé en fait les fonds. Ok. Est-ce qu'il y a des investisseurs privés sur des dossiers comme ça qui potentiellement ont perdu des acomptes ou ont perdu de l'argent? Sur ces projets-là, je ne peux pas dire, mais je pense que oui. Je pense qu'il peut y avoir des investisseurs qui… Donc c'est tout l'intérêt d'avoir des personnes comme toi ici, de savoir avec qui on investit, comment on investit, pour éviter ce genre de soucis. En fait, ça, on ne peut pas comparer en fait, un gros projet de promoteur immobilier avec des dizaines de millions de dollars à la clé, avec, on va dire, des villas, voilà, des villas individuelles, même on va dire des petits complexes de villas. Donc, d'une façon générale, oui, c'est pour ça qu'on accompagne en fait les investisseurs, c'est qu'on les guide tout au long du chemin, en fait, que ce soit au niveau du terrain, de la construction, l'architecture, l'intérieur design, on les guide, mais c'est quelque chose qui, voilà, vaut mieux être quand même conseillé à Bali lorsqu'on vient. Beaucoup de gens, d'ailleurs j'avais fait une vidéo YouTube dessus, beaucoup de gens pensent que voilà, on peut faire soi-même, c'est simple, etc. Mais non, ça me demande beaucoup d'expérience. Oui, puis juridiquement c'est différent, c'est une culture différente, il y a tellement de choses, on ne se rend pas compte. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, pour un premier investissement, d'être sur un appartement plutôt qu'une villa, ou ça se fait pas trop? Alors, oui et non. Oui et non. En fait, acheter un appartement à Bali, pour moi, et j'en vois, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que les touristes qui viennent à Bali, ils veulent justement ce qu'ils n'ont pas à Paris. Ils vivent dans des villes, généralement, les gens. Donc, ils vivent déjà globalement, de façon globale, dans des appartements. Donc, quand ils viennent à Bali, ils veulent du vert, ils veulent du tropical, ils veulent la piscine, ils veulent une villa, etc. Ce qui représente Bali. Maintenant, si le projet, c'est faire un immeuble de plusieurs appartements, voilà, pour des gens qui résideraient, en fait… Si c'est une promotion, si c'est un projet de promotion, mais si c'est un appartement individuel, pour y aller de temps en temps et le mettre à la location, voilà, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens. Ok. J'avais une question, on n'y a pas répondu, sur est-ce que je peux investir en SCI ou en holding à Bali? Oui, tout à fait. D'ailleurs, beaucoup de nos investisseurs font ça. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de… Vous avez en gros la holding en France. Vous créez une structure en fait en Indonésie. Donc la structure en Indonésie devient la société fille. Voilà. Et c'est la société fille en fait qui investira à Bali et vous faites remonter les fonds vers la holding. Ok. Quel impôt au niveau de la holding? 10%. Ok. Donc la société d'exploitation qui gère le bien et qui possède le bien, donc qui est détenue par la holding, elle est soumise à l'impôt indonésien. C'est ça. Donc à hauteur de 10% sur les bénéfices ou sur le résultat? Sur le bénéfice. Sur le bénéfice, ok. Attends, sur le résultat. Ah, ok. Ouais. Sur le résultat, très bien. Et donc ça remonte dans la holding. Est-ce que cette société peut être détenue à 100% par la holding ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un Indonésien ou un Balinais dans cette société? Alors, ça peut être détenu à 100% par la holding, mais il faut toujours qu'il y ait au minimum 2 personnes. Ok. Donc, ça peut être une personne physique et une personne morale. Donc ça peut être voilà, c'est ça. Moi à titre perso et ma holding, ça fait une personne physique. C'est ça, exactement. C'est toujours deux personnes. Exactement qu'une SCI en France. Une SCI, beaucoup de personnes se disent ah ouais mais il faut que je sois associé, il faut qu'on soit deux. Il y a une technique extrêmement simple. Vous avez une holding, votre holding détient la SCI à 95%, et vous à titre individuel vous détenez les 5% restants, et vous avez 2 personnes pour détenir la SCI, une personne physique et une personne morale. Mais au final, je suis le seul aux opérations. Voilà. C'est tout à fait possible. C'est possible aussi à Bali. Ouais. Ok, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des questions que je ne t'ai pas posées, qui sont extrêmement importantes à savoir, des choses à éviter, des pièges à éviter,
d'être, je sais pas, est-ce que tu vois Ouais. quelque chose? Je dirais, alors moi ce que j'aimerais dire, parce que l'investissement il a beaucoup changé en fait. Avant Covid et après Covid, Ok. ce sont des investissements qui sont totalement différents. Et j'aimerais en fait donner à ton audience du coup quelques règles au cas où ils viennent. On est là pour ça, c'est pour ça qu'on est venu te voir. Donc en gros, comme je disais, en fait, avant Covid, l'investissement à Bali, c'était purement de la rentabilité, Ok. globalement. Ouais, c'était une ligne dans l'arbitrage que j'avais mon petit placement entre guillemets C'est ça. exotique, au même titre que moi j'ai mes placements financiers, j'ai mes placements exotiques, je mets les cryptos dedans. Dans tes placements immobiliers, l'investissement à Bali aurait pu être dans ce placement un petit peu exotique, qui a une meilleure rentabilité, qui est peut-être un petit peu plus risqué. C'est ça. Ok. Exactement. Mais faut pas baser 100% de sa stratégie sur lui. C'était vraiment Exactement Ok. ça. Mais après, donc post-Covid, donc après le Covid, il y a eu une clientèle totalement différente. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de changements de vie. C'est-à-dire que la moitié même des clients qu'on a ici, ce sont des changements de vie. Ce sont des personnes qui vendent tout en France ou qui vendent, enfin pas forcément en France, hein, on va dire dans le pays dans lequel ils résident. Et puis ta clientèle est francophone, globalement. Voilà, Donc Suisse, pas français, mais francophone. Ouais, donc Suisse, belge, français, canadien. c'est ça. À 70%, ce sont des francophones. Ok. Donc, et puis beaucoup d'expatriés aussi, Ok. dans le monde, à Dubaï, à Hong Kong, en Chine, etc., à Singapour. Et donc, les 30% restants, ce sont des anglophones. Alors, post-Covid, on a eu beaucoup de tous ces changements de vie qui ont vraiment tout changé parce que les gens maintenant, aujourd'hui à Bali, ils arrivent et ils investissent soit pour eux, ça veut dire aucun Donc, objectif de rentabilité. La demande que je t'ai faite un petit peu aussi hybride, c'est-à-dire qu'un peu des deux. Ouais, c'est ça. Donc, on a ces deux nouvelles en fait, demandes qui sont arrivées. C'est soit 100%. c'est du résidentiel. C'est pour soi et sa famille, on vient ici, on se déplace. Soit c'est une demande hybride, c'est-à-dire la moitié de l'année, on n'est pas là, on fait son business à l'étranger ou on voit les jeux, peu importe. Et une partie de l'année, on vient vivre à Bali et on vient profiter aussi voilà, du pays. Et en fait, ça a tiré franchement les prix vers le haut. Oui, bien sûr, parce que tu alimentes, tu rajoutes des acquéreurs potentiels. Donc plus de demandes, l'offre devait être quasi égale. Donc forcément, les prix sont élevés. C'est ça. La loi du marché. Exactement. Et surtout, quelqu'un qui investit en résidentiel, il ne voit pas la même chose. Que même si on lui propose un terrain qui est cher, pour lui, c'est sa maison on va dire, de vie, on va dire en quelque sorte. Et du coup, en fait, il paye le prix sans regarder réellement la rentabilité. Nous, on a eu, sortie de Covid, j'étais agent immobilier sur la Baule. On a vécu exactement la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui vendait un 60 mètres carrés à Paris, arrivé à la Baule, il était riche. Ouais. Il était riche et du coup, ça a fait grimper clairement les prix parce que lui, il voulait investir dans une maison parce qu'il avait, ce que tu disais, il a vécu en appartement, changement de vie, il veut une maison normale et qu'il achète la maison 500, 600 ou 700, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est habiter ici, fuir Paris, fuir son ancienne vie. Et du coup, l'argent, c'est un détail, mais du coup, ça a comme impact de dérégler totalement le marché immobilier. C'est ça. Donc, ce que tu m'expliques, c'est exactement ça. J'ai vécu à 100%. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, quel est le bon investissement aujourd'hui? En fait, il faut avoir maintenant des villas qui s'adaptent autant au résidentiel qu'au marché de la location saisonnière. Donc, c'est pour ça qu'on a des nouveaux quartiers, comme ce qu'on appelle Oumalas ici et Berenad, qui ont Oumalas, donc, on est à Oumalas. Okay. C'est un quartier résidentiel qui se situe entre Seminyak et Canggu et dont les prix se sont complètement envolés et pourtant ce n'est que résidentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte demande en fait pour l'achat ici, parce qu'on est proche des écoles, on est proche de tout, mais on est au calme. Et pour cette clientèle qui arrive et qui veut faire un mix, on va dire résidentielle, résidentielle, avec des enfants, etc., c'est parfait. Oui, parce que Canggu tous les jours de l'année avec 3 enfants, ça voilà, voilà, exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, le type d'investissement, il a changé. Il a changé vraiment, on le voit sur le profil des investisseurs. Après, et du coup, du fait que ça s'est même pas remplacé, ça s'est ajouté. Donc, tu as quasiment multiplié ton flux par 2, 3. C'est ça. Forcément, les prix. C'est ça. Okay. Et après, aussi, autre point, en fait, qu'est-ce qui est important lorsqu'on vient investir à Bali? Et c'est là où beaucoup on le voit au niveau de notre audience, beaucoup de personnes se trompent. C'est le plus important, c'est le terrain.
Le terrain, si pour toi, en fait, allez, admettons que tu achètes ton bien à 300 000 euros. Et dans 4 ans, on va dire, tu le revends à 450 000 euros. D'accord? Pour toi, qu'est-ce qui a pris de la valeur? Est-ce que c'est le bâti ou le terrain? Ah non, c'est l'emplacement. De toute façon, je vais être très clair, ça fait une heure que l'on est là. J'ai entendu 3 fois emplacement, emplacement, emplacement. Ouais, 3 fois, ça fait 12 fois emplacement. Ouais, c'est que la règle ne change jamais. Peu importe qu'on soit en France, à Dubaï, en Afrique, en Amérique latine, ou peu importe, la règle ne change jamais. L'emplacement, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc le deal du terrain, toute la rentabilité en fait, du projet se fait sur le terrain. Si vous achetez mal le terrain, eh bien, vous savez déjà que votre investissement par la suite, eh bien, il sera pas négatif, mais il sera moins bon. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas faire trop d'économies sur la construction. Alors, on peut en faire un peu, mais la vraie négociation, elle se fait sur le terrain et l'emplacement. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur une construction Est-ce qu'on fonctionne en prix au mètre carré ou pas? Combien est-ce qu'on peut espérer une construction ici? Une maison, allez, les belles maisons qu'on voit qui font rêver tout le monde, les belles villas sur Instagram. Donc, tu veux de bonne qualité? De bonne qualité. Ok, alors aujourd'hui, ça coûte à peu près 1000 $ du mètre carré pour de la bonne qualité. Après, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Hein. Donc, on va dire qu'à partir de 800, alors je fais la conversion dans ma tête, mais donc de 800 € du mètre carré, on a une bonne construction. Et le moins, allez, si on veut vraiment tirer les prix vers le bas, jusqu'où on peut descendre en termes de prix? Je conseille toujours de ne pas descendre en dessous de 650. 650 euros, de 650 €. Okay. Enfin, j'ai dit euros maintenant parce que c'est 650 € de large parce que c'est à peu près la même chose. Hein, alors on a repris un peu de force sur l'euro. Ah, ok. Bon, très léger. Donc, tu veux dire 650 $. Donc, je conseille toujours aux investisseurs de ne pas descendre en dessous de 650 $. Après, on est obligé de faire des compromis en quelque part. Donc, c'est soit vous allez faire des compromis sur la. Mais jamais sur la piscine. Non, mais jamais. Mais il faut faire des compromis. Il faut faire des compromis en quelque part. On va dire une bonne construction, on va tirer sur les comme j'ai dit, dans les 800 $, et puis une très bonne construction, on va dire, de type haut de gamme, etc. On va sur les 1000 $. Ok. Pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, qui voudraient investir à Bali et qui veulent te contacter parce qu'ils souhaitent être conseillés et définir leur stratégie avec toi, comment ils s'y prennent? C'est relativement simple. Moi, je dis toujours, d'abord, comme tout investisseur, allez d'abord voir ce que nous on fait sur les réseaux sociaux. On communique beaucoup en fait sur YouTube, sur Instagram, et on a déjà tout en fait, tous les testimonies. On a déjà parlé beaucoup de Bali. Donc, faites déjà une première étape de recherche. C'est important d'arriver, de se déjà renseigner sur le marché. Et après, pour nous communiquer avec nous, c'est relativement simple. Il suffit de vous envoyer un message, Instagram ou par email, ou même sur YouTube. On nous envoie parfois, il y a des invités par YouTube. Et il y en a beaucoup en fait qui ne connaissent pas, qui voient nos vidéos YouTube et qui en fait créent un compte Instagram uniquement pour nous parler. Donc on a ces comptes qui ont 2 abonnés. Donc on pense que ce sont des spams, mais en fait ce sont voilà, ce sont de vrais investisseurs qui arrivent et qui sont assez intéressants. Écoute, ça fait, comme je te dis, ça fait 1 heure que je suis là. J'ai entendu parler de la colline. Quoi? Alors, la colline, c'est un projet qu'on a fait à Uluwatu. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est qu'en fait, si tu regardes un peu Bali, comment c'est fait, tu fais une très belle maison. Et juste à côté de chez toi, en fait, tu peux avoir une maison qui n'est pas terrible. Donc pourquoi? Parce que en fait, on va dire la réglementation, ce que vous appelez le PLU en fait en France, elle n'est pas aussi drastique ici. Donc si vous regardez, quand tu dis drastique, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut? Alors, on fait pas ce qu'on veut, mais par contre, on va dire qu'elle est plus ou moins légère par rapport à ce qu'on pourrait retrouver en France. Chez nous, elle est militaire. Donc. Voilà, exactement. Mais c'est ce qui rend Bali en fait génial. Pourquoi? Parce que imaginez une villa qui vous fait rêver et qui sort de votre imagination, et bien Bali, vous pouvez la faire. C'est quand même quelque chose d'incroyable.
Donc vous dites, je veux une villa carrée, je veux une villa ronde, je veux je veux une couleur rouge, vert. Sans qu'on me dise de quelle couleur tu dois peindre mes volets. Exactement. Alors, en respectant même cette législation qui veut rien, mais c'est possible. Okay. C'est pour ça que vous avez des maisons sur la Prade. Vous allez aux États-Unis, c'est tout à fait impossible de créer ça. En France, on n'en parle même pas, comme tu viens de me dire, c'est totalement militaire. Et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Donc le projet de la colline, c'était en fait de créer en fait une communauté, on va dire haut de gamme, qui permettrait en fait à tous les investisseurs en fait d'avoir de beaux accès. Parce que les accès à Bali sont tout petits, donc en fait c'est des accès à respecter. Et surtout, on va dire, on va maîtriser l'environnement. Du côté de l'Uatu? Du côté de l'Uatu, avec des vues. On a été au niveau du golf, pardon. Ouais. Et effectivement, déjà, il y a des endroits où il y a des rues beaucoup plus larges. C'est beaucoup plus, il y a plus de signalisation. On sent que c'est un peu plus qualitatif. Oui, bien sûr. Ouais. Après, le but du jeu, c'est d'avoir des vues. Okay. Donc nous, on a fait un projet. L'idée, c'est de construire un quartier très huppé en termes d'acheminement, en termes de voisins. Okay. C'est ça. Donc un investissement, vous avez fait Desperate Housewives à Bali en fait. un peu, mais c'est venu d'une investisseuse qui est maintenant devenue une amie qui m'a dit c'est marrant, à Bali, les investisseurs ils ont de l'argent, ils payent tout en cash. Bon, elle a dit ce mot-là, c'est peut-être pas le mot genre ok, mais elle a dit c'est bizarre, il n'y a pas de ghetto de riches. Elle a dit ça comme ça. On voit très bien le côté des Donc, et du coup, moi, ça m'était toujours resté en tête. Donc, c'est un quartier, donc un accès privé, tout est respecté, un bon voisinage, on met tout là-bas, on met le business lounge, ça va jusqu'à l'hélipad. Donc, ok, un petit quartier privilégié pour des gens aisés, on va dire. Voilà, des gens aisés et aussi pour la rentabilité. Donc, c'est pas que pour habiter, hein, c'est vraiment fait pour de la rentabilité, seulement tout l'environnement est contrôlé, c'est-à-dire les arbres que vous voyez. Donc, vous n'allez pas investir ici et parce que vous avez un terrain vide à côté, le lendemain, voilà, on construit plusieurs étages à côté de chez vous et du coup, ça gâche un peu. Ok. Est-ce qu'à Bali, il y a de l'ultra luxe? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça fait déjà un moment que c'est là? Est-ce que tu penses que c'est la tendance? Alors, c'est même pas que c'est vraiment en train de se faire en ce moment. C'est un marché. Alors, déjà, si tu es à la Uluwatu, tu as vu, il y a beaucoup d'hélicoptères. Donc, les déplacements se font en hélicoptère maintenant. L'ultra luxury, il y a des marinas qui ouvrent du côté de Flores. Il y a des îles crypto qui se font. Alors, on va savoir tout ça. Excellent, où ça? Ouais. Alors, c'est sur une île, je ne vais pas me rappeler du nom, mais c'est près de Lombok. Ok, donc 100% crypto. 100% crypto, une partie de l'île et 100% crypto. L'ultra luxe est vraiment arrivé en France et surtout avec les Russes. En fait, c'est les Russes qui ont développé cette tendance et vraiment, on va vraiment vers des villas qui sont de plus en plus ostentatoires. L'ultra luxe, quand on parle d'ultra luxe, une nuit dans une villa d'ultra luxe, on parle de quoi? 30-40 000 euros la nuit? Alors, il y en a une qui est en train de se faire comme ça, dans l'ultra luxe. Mais on va dire on va dans ce secteur-là. On va dire qu'on touche à l'ultra luxe lorsqu'on atteint des tarifs à la nuitée entre 10 000 $ et 15 000 $. Et voilà, j'ai dit 15 000, c'est la moyenne, hein, et on peut aller encore beaucoup plus haut. Sachant qu'on est sur une île où on peut trouver une nuit d'hôtel à 5 euros. Sachant qu'on est sur une île, il y a une vraie demande. Il y a un spectre. Ouais. En fait, la sensation que j'ai, c'est que c'est une île où on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut manger dans des très bons restos, faire des endroits incroyables, des villas, des hôtels incroyables, on peut, personne ne dira rien. Mais par contre, si à l'inverse, on veut un Bali plus authentique, plus traditionnel et ne dépenser quasi rien, c'est aussi faisable. C'est aussi faisable, exactement. Okay. Exactement. On choisit le Bali qu'on va voir en fait. Exactement. C'est pour ça que Bali, c'est en quelque sorte, voilà, moi qui habite ici, franchement, tous les jours, je me réveille, je suis vraiment l'homme le plus heureux au monde. J'adore Bali. Et je pense que tous les gens qui vivent ici, hein, donc c'est pas que moi, hein, vous leur demandez,
d'une façon générale, on aime tous Bali. Et la preuve en est, un touriste, il vient ici, il revient toujours plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu vas voir un pays, tu dis, bon, je vais en République tchèque, puis après tu changes de pays l'année prochaine, tu vas en Allemagne. Ici, tu viens à Bali une fois, et après tu vas revenir plusieurs fois. En fait, non seulement ça augmente en termes de tourisme, mais en plus, il fidélise la clientèle. Mais juste pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la demande dans le luxe, il y a un point important en fait dans l'investissement que j'aimerais quand même terminer par ça. Aujourd'hui, il y a deux marchés qui fonctionnent au jour d'aujourd'hui. Le milieu de gamme se fait complètement écraser. C'est-à-dire que sur la rentabilité du milieu de gamme, ça devient de plus en plus compliqué à l'obtenir. Tout ce qui est entrée de gamme et luxe, ça explose. Ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que les prix ont augmenté. Donc tout ce qui est entrée de gamme maintenant, eh bien, c'est pas tout le monde qui peut mettre 300 000 on va dire, dollars sur une villa, etc. Oui. Voilà. Donc si on va dans des prix comme 150, plus 150 à 200, ce qui est de l'entrée de gamme ici, eh bien, il y a une très forte clientèle parce que techniquement parlant, elle ne peut plus avoir accès comme des quartiers comme Canggu, on va dire, qui sont extrêmement chers. Et le luxe. Et le luxe également parce que Bali s'est développé et qu'il y a ces villas aussi. Et l'infrastructure s'est développée. C'est un marché qui devient mature parce qu'en fait, on constate assez souvent ça dans tous les marchés, que ça commence par le milieu de gamme et le milieu de gamme se fait écraser par le low cost et l'ultra luxe. Ouais. Voilà. Donc c'est assez drôle. Voilà. Donc c'est un marché qui est assez prédictible. Donc c'est la même chose partout. Et donc si moi je conseille un investisseur, je dis vraiment allez, l'entrée de gamme, le haut de gamme. Okay. Milieu de gamme, à part si c'est du mix résidentiel, ça va. Oui, c'est très bien. Si c'est du mix résidentiel, c'est pour soi et puis profiter de la rentabilité, ça va. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que je peux te poser une question piège? Vas-y. J'ai le droit ou pas? Vas-y. Si tu dois en choisir qu'une, Martinique ou Bali? Ah, ça va être dur. Alors, non, mais je peux pas répondre vraiment à ça. Je dirais Martinique pour la famille, mais pour la vie tous les jours, Bali pour la tranquillité. Ouais, oui, pour la tranquillité, pour tout. D'ailleurs, Ken qui filme aussi de Martinique, tu en penses quoi, Martinique ou Bali? J'aimerais pas être à sa place et répondre à cette question. 80-20, je dirais. 80 pourquoi? Pour Bali. 80 pour Bali, voilà. Bon, merci de ton honnêteté. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi. C'était un super moment. Je pense qu'on a été assez large et assez complet sur l'investissement ici. Merci de ton accueil. On a été reçus ici. C'est hyper agréable. On sent l'esprit de Bali avec que des gens qui parlent français, donc c'était trop cool. Ouais. On a adoré. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!